Bonjour, bonsoir à tous, chers collègues, chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi d'émotion, que nous ouvrons aujourd'hui un webinaire particulier intitulé Prendre soin de sa santé mentale face à la maladie hématologique. Mmh. Alors, en hématologie, nous parlons souvent de biologie, de traitements innovants, de greffes, de thérapie cellulaire, d'immunothérapie. Mais il faut savoir que derrière chaque diagnostic, il y a une personne, une famille, des proches, un entourage, une histoire bouleversée. L'impact psychologique d'une maladie hématologique, qu'elle soit aiguë ou chronique d'ailleurs, est très profond. Anxiété, angoisse, incertitude, fatigue émotionnelle, sentiment de perte de contrôle, Mmh. euh, parfois sentiment de désespoir, dépression. Donc, prendre soin de la santé mentale n'est pas un luxe. C'est une composante essentielle du parcours de soins, au même titre que la prise en charge médicale. C'est reconnaître que soigner, c'est aussi écouter, accompagner, soutenir et redonner du sens. À travers donc ce webinaire très spécial, nous souhaitons ouvrir un espace de dialogue, peut-être partager des outils, des exemples concrets, et surtout rappeler et insister que la santé mentale fait pleinement partie de la santé globale. Donc, merci à tous d'être présents et merci à notre intervenante aujourd'hui, Madame Lisa Leroux, qui est psychologue clinicienne en hématologie clinique et qui a gentiment accepté de partager avec nous, en tout cas d'intervenir dans ce webinaire, euh, je dirais au service d'une hématologie plus humaine. Lisa, bonjour. Bonjour, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire aujourd'hui et justement d'avoir l'opportunité de parler du vécu psychologique des patients en hématologie qui, je pense, en effet, est vraiment un point essentiel à aborder. Eh ben, merci beaucoup. Bah, écoutez, on va rentrer vite dans le vif du sujet et peut-être on va structurer notre interview, enfin notre discussion autour de quelques composantes essentielles, quelques chapitres majeurs. D'abord, je dirais comprendre l'impact psychologique de la maladie. Et en d'autres termes, ma première question, que se passe-t-il psychologiquement pour un patient au moment de l'annonce du diagnostic? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'annonce du diagnostic, ça va être vraiment, un des moments les plus difficiles dans le parcours de soins, des patients, en hématologie et en oncologie en général, parce que c'est un cataclysme psychique, en fait. On est, le monde de la personne, qui s'écroule en une fraction de seconde. Pareil, en une fraction de seconde, il y a la mort qui devient possible en l'espace d'un instant, le sentiment de continuité d'existence qui se fracture et donc souvent pour les patients, c'est vécu comme un choc traumatique avec des réactions de sidération. Souvent, ce qu'on entend, c'est des patients qui disent bah, j'ai entendu le mot cancer, puis après plus rien en fait. J'entendais plus rien. C'était comme si j'étais spectateur en fait hors de mon corps avec donc des états dissociatifs. On peut retrouver la dépersonnalisation. Donc ça, c'est la sensation d'être hors de son corps ou la déréalisation, la sensation d'irréalité. Voilà, avec par exemple des mécanismes de défense de l'ordre du déni, où il y a d'autres réactions possibles comme la colère, un effondrement de la détresse psychique, je vais y arriver. Et ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est la notion de normalité, c'est-à-dire que on est face à un événement qui est en effet traumatique. Donc, dans un premier temps, ce sont des mécanismes de protection et d'adaptation dont il va falloir respecter la temporalité et le rythme des patients et après faire attention à accompagner afin de l'aider pour probablement à sortir justement de ces états-là, si en tout cas il n'y arrive pas de son propre chef. Et c'est pourquoi je tiens à préciser l'importance de protéger aussi ces annonces et l'importance du contexte et à y être formé en fait à ces moments d'annonce diagnostique, c'est-à-dire
de pouvoir prendre le temps d'accueillir le patient, de s'asseoir, de se mettre à son niveau, de lui, accorder un cadre, contenant une intimité, une présence, le regard, les mots employés, des mots clairs, cette capacité empathique et la considération un peu inconditionnelle du patient. Tout ça, ça va être vraiment un moment déterminant pour le patient, qui va permettre, de créer l'alliance thérapeutique, la posture collaborative, et cette confiance que le patient va développer aussi avec son médecin. Et donc, ça va lui permettre d'acquérir un sentiment de sécurité. Et il faut aussi préciser qu'en hématologie, il peut y avoir une brutalité aussi au moment de ces annonces, parce que souvent il y a un décalage entre, la perception de sa santé et ce diagnostic très brutal, parce que ça arrive que le diagnostic, ce soit lors d'un examen fortuite, en fait, une prise de sang, qui n'était pas destinée, voilà, ou donc il y a un peu ce choc de l'annonce. Et c'est pourquoi c'est d'autant plus brutal, parce que le patient parfois n'a pas eu le temps, en fait, de se préparer psychologiquement. Donc ce qui va être important de bien comprendre, c'est que ça va être un moment vraiment fondateur du parcours de soins, et que, soigner l'annonce diagnostique, ça va être un facteur protecteur, en fait, dans tout le parcours de soins, et qu'une annonce bien faite n'efface pas la maladie, évidemment, mais elle peut réduire le traumatisme et renforcer l'alliance. Et donc, faut pas oublier qu'on est face à un être humain avec des émotions et pas un Alors, objet médical, justement, si je peux me permettre, vous avez prononcé tout à l'heure, vous avez commencé par parler de normalité. Ouais, Vous venez de prononcer le mot émotion. Quelles ouais. sont les réactions émotionnelles normales, entre guillemets, enfin, à supposer qu'une Mmh. normalité puisse exister, parce que d'expérience, on sait qu'il n'y a pas deux malades qui réagissent de la même manière. Euh, Mmh. Comment y a-t-il une réaction type ou finalement comment appréhender cette histoire de réaction? Bah, comme vous le dites, en fait, je pense que le mot normalité, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut employer, en fait, en hématologie, et que ce soit en cancérologie de manière générale, dès lors que ça touche l'humain de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a pas de bonne manière, de réagir face au cancer. C'est-à-dire que chaque patient dispose, va réagir selon, son histoire, selon sa personnalité, selon les ressources internes dont il dispose, le soutien social aussi, la sa confiance, dans l'équipe. Ça va être aussi un point essentiel, sa culture. Faut savoir que, bah, la foi aussi, la religion, la spiritualité parfois des patients, ça on le remarque beaucoup, va être un facteur protecteur, en fait, et va permettre aux patients d'acquérir une certaine résilience et d'accéder plus facilement à une forme d'acceptation. Donc en fait, il y a un ensemble de variabilités de facteurs. Par contre, si on évoque un petit peu et on énumère les réactions fréquentes, par contre, qu'on peut voir, c'est vrai que, par exemple, on peut voir parfois, une attitude combative, et même dans le langage courant, on peut souvent entendre: «Bah, je lutte contre le cancer, je me bats contre le cancer». Je pense à un patient, notamment qui était, sportif de haut niveau, il faisait les sports de combat, et je sais que lui, en fait, sa manière de s'adapter, dans le parcours de soins, c'était d'adopter, par exemple, chaque examen, comme une compétition. Et donc il faisait cette préparation mentale, comme il se préparait, en fait, à une compétition, et ça l'aidait beaucoup. Parfois, au contraire, on a des patients qui sont dans le surcontrôle, dans un besoin de contrôle, avec aussi, parfois une hyper-intellectualisation, et ça, c'est une tentative aussi de mise en sens, c'est-à-dire d'aller chercher, une sorte d'explication. Et ça, il faut aussi prêter attention, parce que, parfois on est face à des patients qui vont se sentir responsables de leur cancer, vont, se culpabiliser comme si c'était eux qui s'étaient créé le cancer. Donc là, l'information, la psychoéducation, tout un travail autour de la déresponsabilisation et de la déculpabilisation du patient va être importante, à ce moment-là. Et puis on Alors, peut avoir des comment la maladie, puisque vous parlez mmh, de ces différentes réactions et ouais. la manière dont chacun va essayer de réagir, mais alors comment la maladie transforme-t-elle la vie des patients? Parce que vous avez prononcé aussi Mmh. le mot résilience que on a entendu Ouais. beaucoup il y a quelques années avec la pandémie Mmh. Covid. Donc, comment la maladie transforme-t-elle la vie des uns et des autres? Bah, elle transforme sur tous les points, hein, souvent, enfin, on le sait, il y a un avant et il y a un après cancer. C'est-à-dire que, on entre dans le monde, les patients à ce moment-là entrent dans le monde de la maladie, et souvent il y a ce décalage parfois aussi avec les proches, avec, la société, où on a l'impression de pas être forcément compris, parce que c'est tout un monde qui se transforme.
Et le cancer devient vite un travail à temps plein, en fait, parce que il va être rythmé par les soins, par les examens. Il y a une grosse charge administrative aussi. Et donc, c'est tout le quotidien qui va venir se réorganiser autour de la maladie. Et l'enjeu ici, ça va être vraiment de faire une place à la maladie, évidemment, mais sans qu'elle prenne toute la place, c'est-à-dire de garder des moments de normalité va être essentiel aussi pour tenir dans la durée. Et puis au-delà de ça, au niveau des transformations de la vie, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est il y a un grand impact sur la vie et sur les relations des patients. On le sait, la maladie, ça crée c'est un cataclysme un peu de tri dans l'entourage. Il y a certaines relations qui se renforcent, d'autres qui s'éloignent. On observe parfois des réorganisations familiales, des rôles, des changements relationnels par la centration en fait sur soi induite par la posture de la maladie. Euh, je pense par exemple à un patient qui a eu une histoire de vie compliquée, des carences affectives dans l'enfance, avec voilà pas beaucoup de marques d'affection, de témoins d'amour, enfin de verbalisation de l'amour. Et là en fait, la maladie par la centration sur soi qu'elle a impliquée, il a reçu beaucoup de messages de ses proches, donc qui lui ont dit je t'aime pour la première fois, une maman qui venait donc à l'hôpital et pour qui la première fois ils se sont pris dans les bras. Et il y avait beaucoup d'émotions en fait quand il me parlait de ça, et on voit bien que dans cette période qui est extrêmement difficile, on peut voir aussi de très belles choses paradoxalement se produire, et que la maladie, dans certains cas, peut avoir une valeur de réparation du lien et de changement systémique. Donc ça, c'est des Alors, choses qu'on peut observer. vous avez parlé, et c'est vrai que je trouve ça, souvent les malades sont en arrêt maladie, mais en fait, vous avez Ouais. parlé qu'ils sont en travail à temps plein pour le cancer, pour leur maladie Exactement. hématologique. Et alors, quel est l'impact, et vous avez parlé aussi, donc, cette vie et ces journées rythmées par les examens, les tests, Ouais. l'attente des résultats. Et quel est l'impact donc de cette incertitude? Parce que quand on atteint un résultat, ben, on ne sait pas ce qui Hmm. arriver. Est-ce que c'est un bon, un mauvais, moyen, entre les deux? Quel est l'impact de votre expérience de cet état d'incertitude dans laquelle vivent les malades? L'incertitude, ça va être un grand sujet parce qu'en effet, il va faire partie de tout le parcours de soins à tout moment de la maladie. C'est-à-dire que, en effet, on va avoir une incertitude sur les résultats, sur comment le corps a réagi face au traitement, sur l'avenir en fait en général. Et donc, souvent, les patients, face aux examens, il va y avoir beaucoup d'anxiété anticipatoire avec et si les résultats ne sont pas bons, et s'ils ne correspondent pas à mes attentes. Et ça va être très fréquent donc, en hématologie et en oncologie en général. Donc avec beaucoup de ruminations anxieuses, des scénarios catastrophes, une anticipation du pire scénario. Et ça, il faut bien comprendre qu'à petite dose, c'est un mécanisme de protection, en fait. C'est propre à tout être humain. C'est pour se préparer aussi psychologiquement, mais que à forte dose sur du plus long terme, ça peut devenir envahissant et paralysant donc pour les patients. Et là, ce qui peut aider, ça va être d'aider le patient déjà à distinguer ce qui est contrôlable de ce qui est incontrôlable. C'est-à-dire lui dire, bah oui, en effet, on va pas avoir la main sur l'avenir, on va pas avoir la main sur les résultats des examens, sur comment vont se passer la réponse au traitement. Par contre, sur quoi on va avoir la main dans le moment présent, à l'instant T, pour aider son corps, parce qu'il y a des éléments sur lesquels, en effet, on peut travailler pour que cet événement difficile devienne au moins tolérable au quotidien, dans le moment présent. Donc l'idée, ça va être déjà ramener le patient qui est dans l'avenir, dans l'anticipation anxieuse, dans le moment présent. Et donc de normaliser aussi et de valider le vécu, c'est-à-dire que à un moment donné, le patient a le droit aussi d'être anxieux, d'être stressé, parfois de ressentir du désespoir. Ça fait partie aussi du parcours face à la maladie. Donc revenir au présent via des exercices de respiration, d'ancrage, de pleine conscience, ça va beaucoup aider. On peut aussi travailler la restructuration cognitive, donc ça c'est l'approche plutôt TCC dont j'ai parlé. Donc ça va être par exemple d'envisager d'autres hypothèses. Donc souvent le patient va être dans des scénarios catastrophes, et si les résultats se passent mal et si les résultats ne sont pas bons. Et donc l'idée ça va être lui dire d'accord, oui ça c'est une hypothèse, mais quelles pourraient être les autres hypothèses? Et donc l'idée c'est pas de venir supprimer l'hypothèse dont il pense, mais c'est de venir neutraliser en fait les choses, de prendre un peu de la distance et de prendre du recul. Et ça va être un mécanisme de régulation émotionnelle. Donc, Donc, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas, on peut rassurer les mm, malades,
qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de réagir. Non, il y a vraiment pas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a pas de bon et même il y a pas de bon et mauvais patient. C'est-à-dire qu'on est face à un patient Ah, qui j'ai jamais dit s'adapte. ça. J'ai Ouais, jamais dit. non, 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 c'est c'est vrai, la mais réaction. Parce que oui, certains oui. malades me posent la question Ouais. ou se sentent coupables en disant, oh là là, mais je suis le seul à réagir comme ça. Et moi, je dis, mais non, vous savez, on réagit tous pas pareil. Mais oui, et comme je l'ai dit, en fait, on a un être humain qui a une histoire, et cetera. Et non, j'ai parlé de mauvais patients parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir des réactions plus compliquées avec des patients qui sont dans le refus de soins, dans la colère, dans l'irritabilité. Et on peut vite, et c'est vrai, hein, en tant que soignant, parfois, le stigmatiser en un bon, les mauvais patients. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on est face à un patient, mais qui souffre. Parfois, il y a beaucoup de douleur, de fatigue, de peur aussi. Et donc, heu et donc on est face à un patient qui essaye lui-même, en fait, de traverser ce parcours et ça va être important de changer ce regard, en fait, face à certains de ces patients. Mais oui, en tout cas, là, l'objectif face à l'incertitude, ça va être vraiment de l'idée, c'est pas qu'il y ait une absence d'anxiété ou d'émotions, négatives, mais c'est que l'anxiété n'empêche pas le patient d'avancer. C'est-à-dire, voilà, de tenir la main et que ça l'immobilise pas et de développer ses ressources pour qu'il puisse affronter, en fait, tout ça. Merci beaucoup. Alors, un élément majeur, alors je ne peux pas m'empêcher quand même de discuter avec vous les traitements et leurs effets secondaires, parce qu'il faut reconnaître que on est quand même plutôt interventionniste. Alors, on a des traitements de plus en plus efficaces, Mmh. mais efficacité vient souvent ou rime souvent avec pas mal d'effets secondaires. Et tout cela, je pense, va impacter le moral et l'équilibre psychologique. Et j'avoue que les malades rarement nous en parlent. Alors, ils vont dire ça me gratte, mais Mmh mh, ils vont mmh. pas forcément dire quel est l'impact sur leur morale Mmh. de ce grattage. Enfin, je dis un exemple. Oui, oui. Quel est le retour que vous avez sur ce plan-là, sur l'impact des traitements et leurs effets secondaires? L'impact des traitements, ce qui est difficile pour les patients, c'est aussi cette dissonance, en fait, ce paradoxe entre, un traitement qui est censé sauver, soigner, permettre au patient de se rétablir et en même temps ce traitement qui abîme, où on voit le corps, en fait, souffrir et il y a cette dissonance parfois qui est un peu compliquée à parce que, c'est censé être un traitement et le patient le vit parfois comme quelque chose de toxique, en fait, pour son corps et en effet, parce qu'on est face à parfois une fatigue extrême, des nausées, des douleurs, la perte des cheveux, des mucicles, des inflammations, des muqueuses au niveau de la bouche et tous ces effets-là vont avoir un impact donc souvent sur l'image de soi. On peut trouver une altération de l'image corporelle, de l'identité aussi parce qu'on est face à des patients qui vont, se considérer parfois, «Je suis en fait la maladie, je suis un cancéreux, je suis un patient». Donc tout ce travail aussi autour de l'identité hors maladie va être important et puis de la qualité de vie au quotidien parce qu'on est face à des traitements qui vont, parfois avoir des répercussions sur le sommeil, sur, l'alimentation donc des fois des patients qui vont perdre l'appétit ou vont avoir des modifications du goût et donc tout ça, ça va avoir énormément de répercussions au quotidien sur les patients donc je prends, l'exemple notamment de l'alopécie, enfin la perte de cheveux aussi parce que c'est vrai que notamment chez les femmes, alors aussi chez les hommes mais principalement chez les femmes, savoir que c'est une période très vulnérable parce qu'on c'est souvent vécu comme les cheveux, c'est souvent vécu comme un symbole identitaire et donc la perte de cheveux est souvent vécu comme un choc symbolique un peu traumatique, en fait, pour les femmes où là, à l'instant T, ils sont confrontés, en fait, au principe de réalité de la maladie qui, là, devient visible pour soi, mais aussi pour les autres. Parce qu'en fait, avant, on pouvait être douloureux, on pouvait être fatigué, et cetera. Mais là, en fait, la maladie devient visible aussi pour, la société et donc devoir faire face aussi aux stigmatisations et aux pardon et aux tabous que la maladie, a, au sein de notre société. Et donc c'est une période où ils sont confrontés à leur sentiment de vulnérabilité et dans cette période-là, le travail et l'importance va être sur, déjà donc l'information, la psychoéducation anticipée, expliquer les effets secondaires pour pouvoir donner du sens, à cette épreuve et à cette souffrance. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'expliquer, bah, la chimiothérapie, en effet, elle va venir attaquer, les cellules malades, cancéreuses, qui sont des cellules qui se divisent rapidement. Mais dans le corps, on a aussi, d'autres, cellules qui se divisent rapidement comme les cheveux et c'est pourquoi il y a aussi la perte de cheveux. Parfois, c'est très important pour donner du sens et comprendre en fait, le sacrifice.
Et offrir un autre regard. Moi, ce que j'aime bien aussi et ce qui aide parfois les patients, c'est que souvent quand ils par exemple, quand il y a la perte des cheveux, ils vont le vivre: «Bah, là, je suis malade. Là, ça y est, il y a la maladie» et moi, je leur dis: «Oui, alors oui, vous pouvez le vivre comme ça, mais moi, selon mon regard de soignant, je vois un patient qui est en train de se soigner, qui est en train de se traiter, qui est en train d'avancer, en fait, sur le parcours de soins et plus vite on avance, plus vite aussi les cheveux vont repousser». Enfin, c'est l'idée, encore une fois, c'est pas d'enlever la souffrance, mais c'est de décentrer, prendre du recul pour aider le patient à développer sa flexibilité psychologique et travailler Mais l'estime de alors, soi pardon, excusez-moi. non, 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 mais terminé, terminé, pardon. Non, mais j'allais dire, c'est vraiment travailler l'estime de soi. Là, c'est essentiel, l'identité, la notion de féminité, par exemple, pour les femmes dans l'alopécie. Et là, on a des relais aussi, notamment à Saint-Antoine. On peut faire appel à des socio-esthéticiennes, et socio-coiffeuses, voilà, parler des stratégies, des perruques, des foulards. Ça va vraiment être aidant dans ces Alors, moments-là. parlons de tous ces outils et puis surtout, quel est votre conseil? Vous avez parlé de cette notion de perte de contrôle, je crois que vous avez Ouais. prononcé ça. Euh, Vous avez évoqué aussi, en gros, il y a une dépendance médicale quand même pendant un Mhm. certain temps. Les malades subissent en quelque sorte, malheureusement. Et comment peuvent-ils faire face à cette notion de sentiment de perte de contrôle? Moi, j'ai eu affaire à pas mal de malades qui étaient des grands chefs d'entreprise, des Mhm. décideurs, et du jour au lendemain, ils se retrouvent au fond du lit où ils sont totalement dépendants, accrochés à une sonde, dépendants d'une sonnette pour qu'on vienne enfin, les aider à manger ou à boire. Ouais. C'est vrai que la perte de contrôle, elle est assez difficile à gérer pour les patients et surtout pour des patients qui, plutôt avec une personnalité obsessionnelle, qui ont l'habitude en fait de compter que sur eux-mêmes et cetera et en effet, le parcours, en hématologie, en oncologie, il confronte en fait un fort sentiment de perte d'autonomie, à cette dépendance, aux soins, avec un corps qui devient imprévisible, une fatigue parfois, voilà, assez extrême et donc, beaucoup de patients vont parler vont décrire ce corps qui devient étranger, qui leur répond plus comme avant, avec donc, ils sont confrontés à un sentiment d'impuissance, en fait, de vulnérabilité et donc l'enjeu, ça va être de les aider à se réapproprier ce nouveau corps, à l'apprivoiser, en fait, autrement donc, développer l'autocompassion pour son corps parce que parfois on peut vite le être dans la lutte, en fait, contre son propre corps, le voir comme un ennemi, essayer de l'aider à le reconsidérer comme un allié, en fait, à faire face, lui prendre la main, essayer à faire face à la maladie ensemble, et d'adapter aussi à ce nouveau rythme. Donc, et puis donc être plus dans l'économie d'énergie. Donc, l'objectif, ça va être vraiment de redonner un sentiment de contrôle dans tout ce climat de perte de contrôle afin que le patient reste acteur de son parcours de soins et non sujet du soin, c'est-à-dire de l'inclure, de lui donner une place dans le projet thérapeutique, qui devienne vraiment un partenaire actif des soins, de développer son autodétermination, son agentivité, son pouvoir d'action. Et donc, pour ça, on a plusieurs leviers, c'est-à-dire, déjà, il y a beaucoup de patients qui ont besoin d'avoir beaucoup d'informations, c'est vrai, sur leur maladie. Alors, ça dépend aussi du positionnement, hein, selon l'histoire, mais il y a des patients pour qui l'information, des informations claires, vont lui permettre, ils vont devenir parfois experts hein, eux-mêmes de leur propre maladie et donc de reprendre un certain contrôle. L'impliquer, comme j'ai dit, dans la participation aux décisions, même des micro-choix, c'est-à-dire des fois de venir et dire est-ce que c'est OK pour vous qu'on fasse l'entretien aujourd'hui? Et de lui redonner en fait ce pouvoir de choix, ça va lui permettre aussi de reprendre un petit peu de contrôle. Développer des routines, des activités plaisantes pour structurer son temps, ne serait-ce que lire un livre, en tout cas avoir des activités qui vont lui permettre, parfois on peut aussi mettre du matériel de renforcement musculaire dans sa chambre, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup et donc ça va aider le patient également à structurer ses journées, son quotidien et organiser son quotidien selon son énergie. Moi, j'aime bien donner la métaphore de la batterie. De base, on imagine qu'on a 100% de batterie, 100% de batterie. Bah là, les traitements, la maladie va venir puiser cette batterie. Donc, Là, la on est batterie est à moitié vide, en quelque voilà, la batterie, elle est à moitié vide, voire parfois plus. Et donc, évidemment, la moindre interaction sociale, la moindre discussion ou aller prendre une douche, bah, ça va demander beaucoup plus d'efforts et ça va demander beaucoup plus de repos à la fin. Et donc, d'essayer d'ajuster avec le patient, bon, bah, quels sont les moments dans la journée où tu as le plus d'énergie, quels sont les moments où tu te sens le plus fatigué, enfin, où il se sent le plus fatigué. Ça va être important pour pouvoir, en fait, restructurer tout son quotidien selon
selon son énergie, l'énergie dont il dispose en tout cas. Et alors un autre point important que j'aime bien aborder aussi avec les patients, c'est d'exprimer leurs besoins à leur entourage. Parce que en tout cas souvent au début, on est aussi face à un entourage, on nous apprend pas, hein, à être des aidants, face à nos proches, qui peuvent parfois être déstabilisés et complètement inhibés. En fait, ils savent pas vraiment comment réagir et parfois de permettre aux patients de se poser, de lui dire: «Bon bah, vous pouvez prendre une feuille et puis exprimer, faire comme exprimer vos besoins que vous pourriez donner à votre entourage sur comment vous aimeriez qu'il se positionne face à vous. Bah, là, j'aurais besoin, par exemple, qu'on parle de la maladie, mais que ça prenne pas toute la place, que vous me parliez du quotidien, que vous me fassiez rire, voilà, tout ça, ça va lui permettre aussi de reprendre un peu, de contrôle face à tout ça. Merci beaucoup, c'est vraiment très clair et c'est quand même passionnant votre travail, je faut reconnaître. Tout à l'heure, on a parlé du diagnostic et vous avez décrit à quel point c'est un tsunami assez terrible. Mais il y a d'autres moments difficiles auxquels on est confronté, c'est parfois les annonces de rechute Mmh. ou parfois de changement de traitement pour soit de raisons d'adaptation pour des effets secondaires ou encore parce que justement la maladie ne répond plus. Comment traverser ces moments difficiles? Parce que j'imagine il y a un regain de souffrance. Qu'est-ce qui Mmh. doit nous alerter sur la souffrance psychologique des malades? Ouais. La rechute, les changements de traitement, c'est vrai que c'est des moments qui sont, à très haut risque quand même, psychologique. C'est des moments de forte vulnérabilité parce que, souvent les patients le vivent comme un échec en fait, comme un retour en arrière. C'est réellement des micro-deuils à faire, pour les patients parce qu'en même temps, on est face à un patient qui s'est, investi, qui s'est engagé en fait, dans un traitement et qui a développé aussi un lien, une confiance, parfois parce qu'ils voyaient des premiers résultats positifs. Je pense à une patiente, à qui on avait dû, changer de traitement, parce que, il y avait eu, une atteinte hépatique, enfin il y avait, des effets secondaires, mais alors que en fait, elle voyait les résultats positifs, en tout cas sur les scanners, voilà, il y avait, quand même, une réduction en fait, de la maladie et ça, c'est compliqué parce qu'en effet, ça fait un peu le yo-yo émotionnel. Il vit vraiment des montagnes russes émotionnelles. Et ce qui va être important dans ces moments-là, déjà, c'est de normaliser, c'est-à-dire que les patients ont le droit à un moment donné bah oui, d'être déçus, de perdre confiance. Et aussi, avant même qu'il y ait rechute ou un changement de traitement, de normaliser que le parcours en hématologie, en oncologie en général n'est pas linéaire en fait et que moi j'aime bien donner l'exemple que c'est pas une ligne droite, mais que c'est souvent un zigzag et que, c'est jamais un retour en arrière, mais plutôt un changement de direction et que la médecine, c'est un ajustement progressif comme une enquête, une investigation qui va fermer, ouvrir des portes pour après, trouver un traitement peut-être plus individualisé ou, plus adapté en fait, aux patients. Et dans ces moments-là, c'est des moments où va y av hem, où il va y avoir un besoin vraiment de contenance, d'étayage de la part du personnel soignant, de toute l'équipe médicale. La présence va être essentielle et pour pouvoir redonner progressivement un espoir, que le patient puisse renourrir en fait un espoir réaliste et se réengager dans un nouveau protocole de soins ou un nouveau traitement. Enfin, vous parlez de zigzag, donc il y a des hauts et des bas, mais j'avoue Ouais, que les malades préfèrent plutôt les hauts que les é bas. évidemment. C'est un peu plus Ouais. difficile. Alors, Mmh. comment justement distinguer au cours de ce parcours qui n'est pas linéaire, comme vous dites, et j'aime bien cette métaphore, les périodes de tristesse normale, parce que voilà, on n'est pas Mmh. en forme, on est un peu chagriné aujourd'hui, d'une véritable dépression qui nécessite Mmh. cette fois-ci une prise en charge spécifique, parce que la dépression, c'est quand même une vraie maladie. Oui, hem, bah, c'est assez simple en fait, disons que la tristesse est une émotion normale, adaptative, si elle est fluctuante, situationnelle et réactionnelle, voilà, à un événement de vie ou à quelque chose et le principe d'une émotion, c'est que ça a une forme de cloche en fait, ça monte et après ça redescend. La dépression, on est sur un trouble de l'humeur en fait, une entité, nosographique psychiatrique qui regroupe un ensemble,
de critères, de symptômes. Si on prend le manuel diagnostique, par exemple le DSM-5, on est sur un ensemble de 9 symptômes, dont 2 primaires qui va être, en effet l'humeur triste, c'est-à-dire que, la tristesse de l'humeur fait partie, des critères de la dépression, mais pas que. Un autre symptôme va être l'anédonie aussi, la perte, de plaisir et d'intérêt pour les activités quotidiennes et puis on va avoir d'autres symptômes, des symptômes secondaires comme, la modification de l'appétit, des troubles du sommeil, un ralentissement, psychomoteur avec une fatigue intense, une asthénie, un sentiment de dévalorisation, de culpabilité excessive, des difficultés cognitives aussi, des troubles, de la concentration, de la mémoire, dans la prise de décision, des idées suicidaires, des idées de mort. Tout ça, en fait, ça va être, un ensemble de critères et donc ce qui va vraiment différencier, la tristesse de la dépression, c'est, la durée déjà. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, la tristesse, à un moment donné, elle est censée, voilà, redescendre alors que dans la dépression, on va parler d'épisodes dépressifs caractérisés quand cet ensemble de critères se prolonge sur 3 semaines, par exemple. Et quand ça se prolonge sur un mois, on parle là de troubles dépressifs. Donc il va vraiment avoir la notion de durée, d'intensité et puis de la modification du fonctionnement. Donc on peut s'aider à ce moment-là aussi d'échelles, hein. On a des échelles diagnostiques de la dépression comme la BDI, l'échelle de Beck, et ça va être important d'évaluer pour pouvoir, inclure si besoin un traitement médicamenteux, antidépresseur, et cetera. Notamment en hématologie aussi, tout ce qui va être la perte d'espoir, un patient, qui rentre dans un on voit vraiment un changement dans le fonctionnement, donc un repli sur lui-même, qui rentre dans un mutisme, qui s'alimente plus, qui est dans le refus de soins. Enfin, tout ça, ça va être des éléments, auxquels il va falloir faire attention. Très bien. Alors, soyons concrets. Bon, on a parlé de dépression, de tristesse. Et il y a cette problématique d'anxiété, d'angoisse, ce sont Mmh. des situations quasi permanentes de stress un peu au quotidien. Et je reviens sur ce que vous avez très bien décrit en disant, comme la maladie devient un job à temps plein, ben, Mmh. ce qu'elle génère, on le vit à temps plein. Quelles sont les stratégies simples, bien sûr, parce que tout à l'heure on a parlé de médicaments, mais en dehors des médicaments, que vous pouvez préconiser pour aider les malades, alors peut-être pas à Mmh. éradiquer complètement, parce qu'à mon avis c'est très difficile, mais à gérer un peu, à Ouais. canaliser cette histoire d'anxiété et de Mmh. stress. Oui, parce que comme je l'ai dit, en effet, l'anxiété, le stress, ils vont être présents. L'idée, c'est pas qu'ils soient pas là. L'idée, c'est, qu'ils n'empêchent pas le patient d'avancer et donc on va pouvoir, en effet, travailler avec des stratégies de régulation émotionnelle pour aider le patient à ce que cette anxiété ne soit pas trop envahissante. Heu, alors dans les il y a différentes stratégies. Par exemple, il va y avoir des stratégies, de l'ordre de la respiration qui vont viser la cohérence cardiaque, par exemple. Donc là, il y en a 2 assez connues, donc qui est la respiration abdominale. Donc là, on va demander au patient d'inspirer profondément par le nez, donc il peut poser ses mains aussi sur son thorax et sur son ventre, d'inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre, puis d'expirer lentement par la bouche en rentrant le ventre et ça plusieurs fois. La respiration en 6-6, mais ça, on peut changer les secondes. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est donc on va inspirer pendant 5 secondes, bloquer pendant 2 secondes, expirer pendant 5 secondes, bloquer pendant 2 secondes et ça, encore une fois, on va répéter le cycle plusieurs fois. Donc ça la respiration déjà est un très bon mécanisme de régulation émotionnelle, dont on dispose tous, donc ça peut être pertinent de s'appuyer là-dessus. On a d'autres techniques de relaxation, notamment, je pense à la technique de relaxation de Jacobson, en fait. Là, c'est, l'idée d'alterner contraction et relâchement musculaire et donc ça peut être intéressant parce que là, on va utiliser justement l'état de tension dans lequel est le patient. Donc on va lui demander de contracter très, très fort, puis de relâcher d'un coup pour que le contraste, en fait, puisse lui permettre de vivre dans le corps cet état, de relaxation. D'autres techniques, des techniques d'ancrage aussi qui vont ramener le patient au moment présent, la technique du 5-4-3-2-1. Donc là, ça va être l'idée de lister, d'énumérer 5 éléments visuels, 4 tactiles, 3 auditifs, 2 olfactifs, 1 gustatif. Et ça va lui permettre parce que l'anxiété, souvent, on est dans les préoccupations anxieuses, etc. Ça va lui permettre de revenir dans le moment présent.
L'activité physique, alors ça, quand c'est possible, évidemment, c'est aussi une des meilleures stratégies, hein, d'aller, courir ou même marcher 15 minutes, dehors. C'est pour ça aussi que j'ai dit, il y a des patients, on peut mettre du matériel de renforcement musculaire dans leur chambre. Ça va permettre aussi, vraiment aux patients de s'autoréguler émotionnellement. Donc ça, c'était vraiment le version plus relaxation, pleine conscience, des techniques de respiration, mais on peut aussi axer sur de la restructuration cognitive, donc là plutôt TCC. Comme je l'ai dit, souvent quand il y a des scénarios catastrophes, aller travailler avec le patient d'autres interprétations, énumérer aussi ce qui va, parce que parfois le patient en effet va voir, et c'est normal, hein, tout le négatif, voilà, anticiper le pire, et on va essayer avec le patient de se dire, OK, qu'est-ce qui est dans ce moment-là, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui vous fait du bien? Bah, par exemple, je suis bien entourée, j'ai mangé tel aliment qui m'a fait du bien, j'ai eu ce message qui m'a fait du bien. Pour l'instant, les résultats ou dans mon corps, c'est plutôt rassurant. Et ça, encore une fois, ça va permettre parfois de neutraliser en tout cas la charge émotionnelle. Je suis Mais formée alors, Ah, pardon. là, c'est les petites techniques qui effectivement sont faisables partout et Ouais, c'est ça. L'idée, facilement. c'est... Euh, euh, bon, parfois, ça suffit pas, je crois quand même, de rester seul avec sa respiration. Non, Et évidemment. il faut demander de l'aide. Hmm, Et souvent, en tout cas pour certains malades, beaucoup de malades, demander de l'aide est un signe de faiblesse. hmm. Alors, comment vous pouvez nous convaincre et convaincre tous ceux et celles qui nous suivent que ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Et le corollaire à ça, parce que dans nos services hospitaliers, dans les CHU, on a la chance d'avoir des psychologues cliniciens ou cliniciennes comme vous, où donc l'accès des malades est facile à vos conseils, à vos consultations. Mais pour ceux qui n'ont jamais eu affaire, par exemple, à un psychologue clinicien, quand et pourquoi consulter un psychologue comme vous, Lisa, dans leur parcours du soin? Bah, déjà, premièrement, ça va être à la demande du patient, et mais pas que. C'est vrai qu'en hématologie, en hospitalisation, on fonctionne beaucoup aussi à la demande des soignants, c'est-à-dire ça va être aussi de l'ordre de la demande des professionnels, parce qu'il y aura, ils vont repérer des éléments de souffrance psychique, ça va être avec une nécessité d'évaluation psychologique. Euh, Après, en fait, on ne force jamais non plus un entretien, c'est-à-dire que ça reste quand même à la demande du patient, mais c'est vrai que ça arrive que certains patients, de par leur histoire, de par leur culture, n'ont pas l'habitude de se livrer, n'ont pas l'habitude de demander de l'aide. Et c'est important parfois, ne serait-ce que juste de se présenter au patient, de lui demander comment il va, de le regarder dans les yeux. Et ça arrive beaucoup que souvent certains patients n'étaient pas forcément, euh, n'avaient pas forcément avaient l'impression qu'ils n'avaient pas de besoin psychologique, et en fait juste par la rencontre humaine, bah, ils se rendent compte que ça leur procure en tout cas beaucoup de bien. Euh, et puis, le psychologue dans tout ce parcours-là, c'est à tout moment, c'est-à-dire que ça peut être au moment du diagnostic et post-diagnostic, pour reprendre en effet les éléments qui ont été abordés, s'assurer que le patient a compris, lui apporter cet espace d'élaboration. Ça peut être au moment des différentes phases du traitement, au moment post-traitement, et plutôt dans les phases de rémission, de rétablissement, lors des rechutes, ça on l'a évoqué, au moment des rechutes, de changement de traitement, qui sont des périodes quand même de vulnérabilité. Et puis, encore une fois, on s'adapte, c'est-à-dire que parfois, ça va être des entretiens ponctuels, parce qu'un patient va avoir une certaine demande, une angoisse, avec cette volonté d'élaborer autour de ça. Et parfois, ça va être sur un suivi tout le long du parcours de soins. Donc, on s'adapte selon aussi la volonté, les besoins du patient. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas seulement en cas de crise, en fait. Dans l'idéal, ce serait d'accompagner les patients dans tout leur parcours. Et que de Donc, demander de l'aide, en effet, ça va être une force. Là, on est dans une donc expérience humaine. le message, vraiment, ne pas hésiter à demander de l'aide. On arrive un peu à la fin de cet entretien fascinant et passionnant, hein. Je vous suis très, très reconnaissant. Euh, J'en étais convaincu, mais vous nous avez rappelé avec conviction et force que les soins qu'on fait, en fait, le soin est global.
On Exactement. soigne le corps, les organes, la moelle, les globules blancs, rouges, ce qu'on veut, mais aussi l'esprit. Mmh. Et c'est extrêmement important. Et tout ça, ça va en synergie. Donc, cet entretien, il s'en dégage. En tout cas, moi, j'ai retenu beaucoup de messages d'espoir et de force, de solidarité. Si vous deviez donner un seul conseil aux patients aujourd'hui, aux familles, aux proches, aux aidants qui nous regardent, lequel serait-il, Lisa? Alors un seul, ça va être dur parce que comme vous avez pu voir, je pense que je pourrais en parler pendant longtemps, mais je dirais que, ce qu'il faut Oui, on retenir. peut vous écouter encore pendant des heures et vous êtes formidable. Non, alors si je devais en tout cas axer ma réflexion, je dirais que, bah, parler comme on l'a dit, c'est déjà une forme de soin et que ce soit un psychologue, que ce soit un proche, que ce soit un professionnel ou même par écrit, ça va vraiment, aider les patients. Ça va permettre de donner du sens et d'intégrer cette expérience dans leur histoire et que dans cette épreuve où parfois en effet le corps peut devenir un ennemi, d'essayer un maximum d'être, son propre allié avec, la bienveillance que vous auriez pour votre meilleur ami, par exemple, développer l'autocompassion, ça va être quelque chose d'essentiel et que, l'être humain possède de grandes capacités d'adaptation aussi souvent et que, parfois on peut être surpris des ressources insoupçonnées dont il dispose et de garder en effet, cette confiance dans ce moment très, difficile, fatigant, épuisant et incertain. Ben, merci beaucoup, c'est vraiment très émouvant. Donc, pour conclure, je crois, j'espère que tout le monde est convaincu que prendre soin de sa santé mentale face à une maladie hématologique n'est pas un luxe, c'est Mmh, une nécessité. exactement. Derrière chaque diagnostic, il y a une personne, une famille, des émotions, des doutes, parfois des peurs profondes. Et notre rôle de médecin, de soignant, de professionnel de santé au sens large ne se limite pas à traiter une pathologie, une maladie, un cancer, une leucémie, je ne sais quoi d'autre. Il consiste aussi à accompagner un être humain dans toute sa vulnérabilité et sa force. Eh ben, à l'Académie internationale d'hématologie clinique, l'IACH, nous croyons profondément que l'excellence scientifique doit toujours aller de pair avec l'humanité. C'était un peu le rationnel et la justification de cet entretien avec Madame Leroux, psychologue clinicienne, et vous avez entendu son talent et soutenir la santé mentale, c'est améliorer l'adhésion au traitement, la qualité de Ouais. vie et Mmh. parfois même le pronostic. C'est aussi Exactement. reconnaître que soigner, c'est aussi écouter, rassurer et entourer. Merci à tous pour votre engagement. Merci à vous, Madame Leroux, pour le temps que vous nous avez consacré et je pense qu'on va vous réinviter parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter encore. Bah, merci à vous en tout cas, c'était avec plaisir. Et continuons ensemble à promouvoir une hématologie sans frontières scientifiques, mais aussi profondément humaine. Mmh. Merci beaucoup. À très bientôt.